Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de faire un point sur les niveaux de valorisation actuels des marchés et en m'intéressant vraiment aux valeurs médianes d'un échantillon d'actions. C'est-à-dire que pour calculer les résultats que je vais vous présenter, j'ai pris l'ensemble des valeurs du marché français, du marché allemand ou d'autres pays, avec en critère un volume d'échange supérieur à 10 000 euros par jour et une capitalisation supérieure à 40 millions d'euros. Bon, ça c'est pour avoir un échantillon à peu près représentatif des grosses capitalisations, des moyennes et d'une grosse partie des petites capitalisations, en laissant de côté vraiment les nano-caps, les micro-caps du marché libre, qui peuvent être intéressantes quand même, je ne les exclus pas du tout dans mes sélections, dans les lettres que je propose, mais là, comme le but c'est de faire une étude sur les valorisations, je préfère quand même m'intéresser aux valeurs sur lesquelles il y a un minimum d'échange. Alors l'intérêt de faire ce travail-là par rapport à ce qu'on trouve classiquement sur les PER moyens du marché, c'est que je ne vais pas pondérer par la capitalisation, je vais mettre toutes les valeurs sur un pied d'égalité et ça correspond beaucoup plus à ce qu'on fait quand on est investisseur individuel. On ne va pas pondérer dans son portefeuille les valeurs en fonction de leur capitalisation. On ne va pas acheter plus de Total que d'une autre valeur parce que Total a une grosse capitalisation par exemple. On va utiliser d'autres critères. Donc utiliser la médiane, c'est-à-dire le niveau auquel on trouvera 50% des valeurs au-dessus du chiffre donné, 50% en dessous, c'est vraiment un chiffre intéressant pour représenter la valorisation au niveau d'un investisseur individuel. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé un des screeners auquel je suis abonné, j'en utilise plusieurs et j'explique en détail le fonctionnement de plusieurs screeners dans mes différentes formations à l'analyse financière. C'est vraiment un outil essentiel pour moi. Mais là, je ne l'ai pas utilisé pour trouver les meilleures actions. Je l'ai utilisé spécifiquement pour trouver les actions moyennes qui sont représentatives de la médiane du marché. Alors, je vais vous présenter les résultats qui sont sortis du screener. Alors, il n'y a pas tous les pays dans ce screener. Il manque des pays très intéressants comme la Russie, par exemple, la Turquie, quelques pays d'Asie. La plupart des pays d'Asie sont représentés. Donc, je vous donne juste un échantillon de pays pour vous montrer à quel point les marchés sont chers actuellement. J'ai utilisé trois ratios. Un ratio d'analyse financière très classique qui est le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Un autre ratio classique qui est le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires. J'ai tendance à préférer le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, mais c'est celui qu'on trouve le plus fréquemment. Et ensuite un ratio très banal qui est le ratio capitalisation sur capitaux propres. Bon, en combinant ces trois ratios, on peut avoir une bonne idée des niveaux de valorisation du marché. Donc voilà, alors au niveau de la France, je vous montre tout de suite les résultats. On a un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA médian à 19 en ce moment. C'est vraiment très élevé. Pour moi, un bon ratio, c'est être en dessous de 7. Donc on en est extrêmement loin et on va dire que les ratios moyens historiques de long terme du marché, on va être en général entre 10 et 15-16, mais 19, c'est nettement au-dessus. C'est loin, la France étant loin d'être le pire pays à ce niveau-là. Au niveau du ratio capitalisation sur chiffre d'affaires en France, on est à 1,36. Bon, là, il n'y a rien à dire, c'est tout à fait acceptable. Pour moi, la normale de ce ratio est plutôt entre 1 et 1,5. On est pile dedans, il n'y a pas de souci. Au niveau capitalisation sur capitaux propres, là, par contre, on est aussi extrêmement cher, 2,49. Alors que ça serait souhaitable d'avoir des ratios de l'ordre de 1,2, 1,4, 1,5 à la limite, mais pas plus. Donc voilà. Donc là, vous voyez, la France est quand même déjà sur deux des trois ratios clairement surévalués. Pour un des trois, ça reste correct. En Allemagne, c'est sensiblement les mêmes valeurs, 20 pour VO sur EBITDA, 1,7 pour le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires. Là, on commence à être cher quand même. Et capitalisation sur capitaux propres, 2,67, c'est franchement élevé.
Je continue directement par le marché principal mondial, les États-Unis. Là, c'est affolant. On a un ratio, la médiane du ratio valeur d'entreprise sur EBITDA est au-dessus de 40. Ça veut dire en gros qu'on a certainement une médiane de PER au-dessus de 60 ou 70 en ce moment aux États-Unis, hein. Je rappelle que l'EBITDA, c'est juste un flux de trésorerie que reçoit l'entreprise avant de payer les intérêts d'emprunt, les taxes, avant d'avoir réinvesti pour renouveler son matériel, c'est-à-dire les amortissements. Donc c'est loin de représenter ce qui va rentrer dans la poche des actionnaires par la suite. Donc si on est déjà à 40 à ce niveau-là, vous imaginez les ratios quand on parle de ce qui va rentrer dans la poche des actionnaires. C'est un chiffre complètement délirant. Le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires, exactement la même chose. On est à 3,36, c'est extrêmement surévalué. Et capitalisation sur capitaux propres, 3,84, là aussi, ce sont des ratios tout à fait énormes pour ce pays. Près des USA, on a l'Angleterre qui a aussi des ratios très élevés, hein, 26 pour valeur d'entreprise sur EBITDA, 2,7 pour le chiffre d'affaires, 2,70 pour le ratio capitalisation sur capitaux propres, donc là aussi c'est cher. Il y a un pays qui a des résultats très surprenants par contre, qui est le Japon. Alors là, tous les ratios sont dans le vert. On a un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA 9,2. Capitalisation sur chiffre d'affaires, vous voyez qu'on est à 0,7 et capitalisation sur capitaux propres 1,2. C'est assez paradoxal parce que quand on regarde ce qui se passe sur les grosses valeurs japonaises, c'est-à-dire l'indice Nikkei, là on a des ratios de valorisation qui sont chers. On est sur des bases, au niveau du PER en ce moment, on est au-dessus de 30 hein, d'après le site CEIC. 32,2, donc c'est franchement élevé. Ce qui se passe, à mon avis, hein, donc au Japon, c'est qu'on a en ce moment la Banque centrale japonaise qui fait du quantitative easing depuis des lustres, hein, depuis des années, qui rachète directement des ETF actions japonaises. Ces ETF, ils sont principalement investis en grosses valeurs de l'indice Nikkei. Et du coup, ça pousse les valorisations du Nikkei vers le haut. Mais par contre, on a plein de petites, moyennes capitalisations sur le marché japonais aujourd'hui qui sont peu valorisées, sur lesquelles il y a des bonnes opportunités. On en trouve tout le temps dans les résultats des screeners. Donc, voilà, ne vous fiez pas, quand vous regardez les valorisations par pays au PER de l'indice Nikkei ou aux articles qui vont vous dire que le Nikkei est surévalué, c'est tout à fait vrai qu'il est surévalué, mais dans les petites moyennes valeurs, on a vraiment des opportunités au Japon. Pour Singapour, le VE sur EBITDA, donc Singapour-Hong Kong, hein, c'est un petit peu la même chose. On a des ratios de valorisation qui sont chers, hein, au-dessus de 20 en VE sur EBITDA. Capitalisation sur chiffre d'affaires, c'est un peu moins élevé, 1,2 à Singapour, 1,5 à Hong Kong, mais par contre, les ratios de valorisation par rapport aux capitaux propres, ils sont beaucoup plus raisonnables, ils sont proches de 1 et donc tout à fait acceptables. Alors la Pologne, dont je vous ai pas mal parlé, c'est toujours un marché qui est peu cher sur ses ratios de flux. Vous voyez, on a un ratio VE sur EBITDA 10, capitalisation sur chiffre d'affaires autour de 1. Par contre, le marché polonais est plus cher par rapport au ratio sur les capitaux propres, 2,10, probablement dû au fait que c'est un marché qui est en croissance et des entreprises, il y a pas mal d'entreprises cotées sur le marché polonais qui sont des valeurs de croissance. Du coup, elles ont des ratios plus élevés en termes de capitalisation sur capitaux propres, mais ça n'empêche pas que le marché est intéressant pour tous ceux qui cherchent des valeurs de croissance. Il y a un dernier résultat qui est très surprenant, qui est celui de l'Australie, hein. J'étais étonné, mais je vous sors quand même les résultats du screener. Donc là, on a des grosses surévaluations en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié de l'échantillon qui a un ratio négatif. Des ratios capitalisation sur chiffre d'affaires extrêmement chers et des ratios capitalisation sur capitaux propres là aussi très chers. Là, ça exprime le fait qu'il y a eu énormément de valeurs cotées en Australie qui sont des juniors minières ou des juniors pétrolières, encore au stade de l'exploration.
donc ils font peu de chiffre d'affaires, qui sont en perte structurelle. Mais ça peut être quand même un indicateur qu'en ce moment, on pourrait être au moins temporairement sur un haut de cycle intermédiaire sur le secteur minier. Donc qu'on peut attendre une correction, comme j'en ai déjà parlé, de ce secteur, ce qui n'empêche pas du tout qu'à long terme, on a de bonnes opportunités sur le secteur minier. C'est un secteur qui devrait être prometteur sur les 5-10 ans à venir. Et que sur le marché australien, quand on fait un tri bien sélectif, on trouve d'excellentes valeurs qui sont cotées là-bas. Donc voilà pour ce point de valorisation. On a une vraie bombe à retardement sur le marché principal qui guide tous les autres, qui est le marché américain. Donc clairement, c'est au niveau de surévaluation qu'on a en ce moment sur les US, ça n'est pas une correction d'un an ou deux qui suffira à corriger le problème. Même un marché baissier important d'un an ou deux ne va pas corriger ces niveaux de surévaluation. Donc je pense que vraiment on se dirige vers une décennie perdue sur le marché américain et en partie sur les marchés développés d'Europe de l'Ouest. Alors décennie perdue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir la bourse pendant 10 ans, évidemment. Ça veut dire par contre que si vous comptez sur une stratégie passive en achetant des ETF indiciels sur le CAC, sur les indices européens ou sur les indices américains, vous allez vous planter, ça ne va pas fonctionner de façon claire et vous allez sortir largement perdant sur les 10 ans à venir. Ce qu'on risque d'avoir en fait, c'est des situations de ce genre, qu'on a observé de 1965 à 1985. Là, c'est un graphique de l'indice américain, du Dow Jones en données corrigées de l'inflation. Et on risque vraiment d'être dans des situations de décennies perdues, comme il y en a eu de nombreuses dans l'histoire de cet indice. La dernière en date, elle allait de 2000 à 2009. Ça peut se passer sous la forme, à mon avis, d'un marché baissier ou d'une grosse correction d'un an ou deux. Et ensuite, on pourrait avoir un marché plus ou moins qui consolide à l'horizontale dans un contexte d'inflation qui deviendrait plus fort après la première attaque baissière. Vous voyez que quand on est en monnaie courante, donc non ajustée de l'inflation, le grand marché baissier de 65,82, on n'a pas l'impression d'un vrai marché baissier. On a un graphique presque à l'horizontale, mais dès qu'on ajuste sur l'inflation, c'est une toute autre histoire et c'est ce qui pourrait se passer, à mon avis, sur les US et en partie sur l'Europe de l'Ouest. Alors si vous voulez malgré tout avoir une gestion en grande partie passive, c'est-à-dire basé sur des ETF qui vont répliquer des indices de pays ou de secteurs, choisissez au moins les bons secteurs et les bons pays. Il y a des pays, on le voit, si vous trouvez des ETF sur les small mid-cap japonaises, sur certains pays émergents d'Asie, sur la Russie, la Pologne ou d'autres pays, ça peut être la Turquie ou d'autres, faites ce choix-là. Clairement, les indices de pays émergents, ils sont en marché, ils ont sous-performé le SP500 depuis une décennie. Ils sont en bas de cycle en ce moment. Si on a une décennie perdue sur les US et en partie l'Europe de l'Ouest, ces pays-là, au contraire, eux, ils pourront surperformer les US, l'Europe de l'Ouest. Ça n'empêche pas que si on a en attaque baissière en début de séquence de décennies perdues, pendant un an ou deux, on pourra avoir quand même en partie des baisses, même sur les pays émergents, je pense, parce qu'il y a une vraie bombe aux États-Unis actuellement. Choisissez aussi bien sûr le secteur de l'énergie, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, on est en bas de cycle majeur en ce moment, et même si on a un marché baissier d'un an ou deux qui fait temporairement corriger le secteur de 20-30%, ça ne remet absolument pas en cause le fait qu'à échéance de 5-10 ans, vous allez largement surperformer le reste de la cote. Donc voilà pour ces quelques conseils qu'on peut donner à partir des ratios de valorisation actuels. Évidemment, si vous le pouvez, ne vous contentez pas d'une gestion passive basée sur des ETF indiciels, complétez avec du stock picking, avec une gestion active. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentes même maintenant quand on sélectionne bien les valeurs. J'explique comment on fait dans toutes mes formations à l'analyse financière et je propose régulièrement des dossiers, des idées, que ce soit dans les formations
ou dans les différentes lettres qui sont disponibles de mon côté. Ce que je peux vous dire, hein, bon, je viens de finir la sélection de valeurs d'ultra-bagger, de la mise à jour d'ultra-bagger. Clairement, même en point haut de marché comme en ce moment, j'ai trouvé pour cette sélection de très nombreuses valeurs qui ont des ratios qui sont très largement inférieurs à ce qu'on voit là, même à ceux du Japon. Donc il n'y a pas de souci en ce moment pour trouver des idées et pour sélectionner des valeurs qui sont réellement très bon marché et avec du potentiel.